Mon histoire sur le Kosovo et pourquoi j'ai écrit sur cette dramatique histoire s'inscrit en fait dans une succession d'enquêtes, de livres, et ce qui va sans doute vous sembler bizarre, mais je n'aurais sans doute jamais écrit sur le Kosovo si je n'avais pas écrit sur le Rwanda. Et ces deux sujets, je vais essayer de vous le dire en quelques mots, sont très très proches l'un de l'autre. J'avais donc commencé parce qu'il m'avait semblé que la presse, les observateurs, les nouveaux philosophes racontaient à peu près n'importe quoi sur le Rwanda. Et donc j'ai décidé, je ne suis pas sûr que c'était une très très bonne idée pour ce qui m'est arrivé après, mais j'ai décidé d'enquêter sur le Rwanda. Et ce qui m'a frappé sur le Rwanda, c'est plusieurs choses. C'est une extraordinaire désinformation où on simplifie complètement le conflit avec d'une part les bons et les méchants, avec l'utilisation du mot génocide et disons un type donc pour raconter une tragédie, puisqu'il y a quand même eu au moins 800 000 morts. J'ai rapidement évidemment vu la patte des États-Unis et la patte d'un personnage qui s'appelle Bernard Kouchner. Et donc, n'étant pas du tout satisfait de mon premier livre, ayant des très gros procès à la suite de la publication de ce livre, ne comprenant pas pourquoi j'avais ces procès, j'ai encore écrit un livre disons, de géopolitique pour essayer de comprendre comment s'inscrivait le Rwanda dans toute l'Afrique. Et donc je suis arrivé très très rapidement à l'intérêt, non seulement sur l'Afrique, mais au-delà, c'est de comprendre qu'après la chute du mur de Berlin, après l'émergence d'une seule hyperpuissance, cette hyperpuissance a tenté, et largement réussi, de redéfinir, de redessiner différentes cartes. Et donc, j'ai d'abord étudié l'Afrique et donc redessiner les zones d'influence, redessiner et donc annuler la conférence de Berlin du XIXe siècle, des conséquences du traité de Versailles, et donc avec essentiellement la patte américaine, britannique et israélienne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement qu'il n'y avait plus de conflit entre les deux puissances, où ils faisaient des guerres marginales, ils pouvaient en Afrique, ils pouvaient se permettre des guerres par marionnettes interposées. Et donc c'est à cause de ça que les États-Unis ne voulaient pas trop attaquer la France, puisque la France était du même camp que les États-Unis, mais à partir du moment où il y a la chute du mur de Berlin, la confrontation des États-Unis avec la France a été forte. Et donc j'ai essayé de faire plus ou moins un traité de géopolitique, et petit à petit, donc à cause de l'intérêt pour ce qui s'est passé en Afrique après le mur de Berlin, je suis passé sur ce qui s'est passé, en fait, la même chose qu'en Afrique, mais ce qui s'est passé en Europe. Et donc, je me suis mis, et alors j'ai commencé, avant même, parallèlement à tout ça, comme Kouchner était un personnage donc, clé dans l'histoire fausse qui courait sur le Rwanda, je me suis lancé aussi dans un livre sur Kouchner, Le Monde selon K. Et j'ai fait un chapitre, je ne pouvais pas ne pas faire un chapitre sur Kouchner au Kosovo. Et à ce moment-là, j'ai donc été invité à Belgrade pour faire une conférence sur ce seul chapitre. Donc petit à petit,
par les gens que je rencontre, par l'intérêt que j'ai essayé de comprendre comment on a tenté, les États-Unis ont tenté de redéfinir la carte à partir de 90 de toute l'ancienne Yougoslavie. Et donc j'ai inscrit le Kosovo dans cette histoire beaucoup plus large. Et voilà pourquoi, partant de très loin, partant de Kigali, et du Rwanda, et du Soudan, etc., comment petit à petit, il s'est imposé à moi de travailler sur le Kosovo. Et sur le Kosovo, je ne l'ai pas encore précisé, mais ça doit être évident pour vous, je n'y connaissais strictement rien. Hein, et l'histoire de la Serbie, pas grand-chose. Donc, j'avais quand même un gros inconvénient, un gros handicap par rapport à tous ceux qui avaient écrit des sommes et des choses tout à fait intelligentes sur ce sujet. Mais avec ma vision kouchnerienne, j'avais quand même quelques axes pour déterminer les zones d'enquête. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je savais très bien qu'il allait se passer grosso modo, ou qu'il risquait de se passer ce qui m'était arrivé sur le Rwanda, mais comme dès l'entrée, je sentais bien qu'il y avait une extraordinaire manipulation, extraordinaire des informations, donc j'avais intérêt quand même à étoffer mon livre de documents qui ne pouvaient pas être contestés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des documents qui ont été considérés comme des bons documents dans ce livre, en fait, étaient accessibles tout à fait facilement en allant sur Internet, mais sauf que ces documents qui allaient totalement contre la doxa répétée dans les journaux, ben, ces documents, ils n'étaient pas sortis tout simplement, mais ils étaient accessibles. Donc ce n'étaient pas des histoires de secret, c'était des histoires au fond de censure, parce que pour ne pas gêner la façon dont la plupart des médias traitaient l'histoire de la Serbie et du Kosovo. Donc j'avais donc cet impératif de trouver donc, des documents, et je vous l'ai dit, ce n'était pas très compliqué à trouver. Que ce soit donc les documents qui ont été faits sur ce qui par l'OSCE, c'est l'OSCE, donc je les ai reproduits largement, et rien que la reproduction de ces documents tout à fait officiels donnait donc une histoire complètement opposée à celle de BHL et celle des grands journaux. Donc, des documents, et puis, évidemment, au moment où je m'intéresse, il y a deux choses qui sont sorties et qui sont essentielles, et disons que je m'inscris complètement dans cette lignée, à un niveau évidemment beaucoup plus modeste. C'est ce qu'a fait d'abord le livre de Carla Del Ponte qui s'appelle La Traque, et à la suite de La Traque, le rapport de Dick Marty. Autrement dit, c'est pas, à mon avis, il n'y aurait pas eu les évolutions quand même notables sur l'histoire du Kosovo s'il n'y avait pas eu ces deux Suisses. Ces deux Suisses ont joué un rôle totalement primordial dans la façon dont l'histoire est racontée. Donc, j'avais les documents, tout à fait officiels, les documents du service secret qu'on trouve assez facilement sur Internet, qu'on peut se procurer quelques-uns en plus. Le livre La Traque de Carla Del Ponte, le rapport Dick Marty, déjà, il y avait de quoi, par rapport à tout ce qui avait été écrit dans la presse française, de quoi écrire quelque chose d'autre. Et deuxième chose, ce que je sais faire, c'est de l'enquête, et donc j'ai essayé d'amener, si possible, quelques petites choses nouvelles, et puis que mes documents ne soient pas trop secs et qu'il y ait des gens, des histoires d'hommes, des histoires de femmes au milieu de ces documents très rébarbatifs. Et donc, vers où je me suis dirigé, mon idée, c'était évidemment pas d'aller vers les Kosovars, puisque les Kosovars, c'est leur thèse qui prévaut depuis plus de 10 ans, depuis 10-15 ans. Donc, j'ai été, à deux reprises, j'ai été à Belgrade
et au Kosovo, en rencontrant les familles des victimes. Ça, c'est à Belgrade, toutes les associations, j'ai vu pratiquement, enfin les principales associations de victimes du Kosovo, victimes serbes. Et puis j'ai été au Kosovo en allant voir des Serbes dont toute la propagande, pour moi c'était des images extraordinairement fortes. J'avais évidemment, pour commencer mon livre, j'avais lu tout ce qu'avait écrit la presse française, que je qualifie comme tout à l'heure de véritable propagande, une propagande qui assimilait, et de façon systématique et de façon organisée par des cabinets spécialisés depuis 92-93, qui au fond installaient les Serbes comme des nazis. Et donc j'ai été voir ceux qui étaient qualifiés comme des nazis, qui étaient des toutes petites gens qui avaient souffert énormément, et j'ai vu des gens dont on citait les histoires dans les rapports de l'OSCE. Je les ai fait revivre, et des choses qui m'ont pris au trip. Je me souviens notamment d'avoir vu à Starograko un monsieur qui avait perdu son fils et parmi les 14 personnes assassinées dans un champ, et qui vivait encore comme si ça s'était passé hier. Et je dois dire que quand j'avais les larmes aux yeux, c'était un reportage qui m'a tordu les tripes. Donc et moi qui connaissais strictement rien au Kosovo, j'étais capable, avec la voiture, de repérer, même si je ne savais ni où on était, je savais repérer où étaient les zones serbes et les zones kosovares, tout simplement que les zones serbes étaient à l'abandon, étaient pauvres, et donc avec dans la tête ce que j'avais pu lire, entendre sur les massacreurs. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai essayé de comprendre pourquoi la France avait eu cette position-là, alors qu'il y avait une tradition extraordinairement forte, même si je ne connaissais pas grand-chose, je connaissais la tradition d'attachement de la Serbie à la France et de la France à la Serbie depuis surtout la Première Guerre mondiale. J'avais été visiter le monument évidemment à Belgrade sur cette amitié, et donc j'ai voulu comprendre. Alors j'ai eu un petit peu de chance, j'ai réussi à trouver les papiers de Chirac, et donc ça c'était dans mon livre, c'est des choses qui sont comme dans notre métier on appelle ça des scoops. J'avais les papiers de Chirac soulignés de sa main, avec des annotations, etc. Il y a eu ça, et puis j'ai été voir un certain nombre de militaires. D'une part, quelqu'un que je connaissais, puisque j'avais été à Belgrade avec lui la première fois, qui s'appelle le colonel Jacques Hogarth, qui faisait partie du COS, les opérations spéciales, et qui est le premier militaire français à être allé au Kosovo pour préparer l'arrivée de la brigade Leclerc. Et donc déjà le témoignage de colonel Hogarth donnait une ligne complètement différente avec ce qu'on lisait sur ces histoires. Qu'est-ce qu'a fait le colonel Hogarth? Eh bien, malgré que la DGSE ou le chef de la DGSE il lui avait dit d'avant de partir au Kosovo, il fallait qu'il aille voir les gens de l'Utcheka à Genève. Je pense que c'était à Lydie. On dirait que c'est ça, Lydie, non? Probablement. Donc il avait refusé, il était parti même dans ses reconnaissances au Kosovo. Il n'avait pas voulu voir les gens de l'Utcheka, mais il avait une feuille de route que peu de gens ont appliquée. En tout cas, lui, il l'a appliquée. C'était une impartialité puisque il arrive au Kosovo juste après l'accord de Kumanovo, qui est la fin des bombardements de l'OTAN, la fin des 78 jours de bombardement. Et donc il arrive là et il s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on a racontées n'ont strictement rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que d'entrée, il voit que les villages, quand il pénètre, puisque lui il doit aller dans la zone française jusqu'à Mitrovica, mais il passe d'abord dans la zone américaine, et il s'aperçoit que
d'abord, déjà les villages sont expurgés, il y a déjà une purification ethnique, mais pas celle qu'on racontait à Paris. C'était la purification ethnique pour épurer les Serbes, les Roms et donc, et ils s'aperçoivent que d'abord les Américains, puis les Britanniques ont pris un parti très très net. Ils ont pris le parti de Vučića et donc ne font rien pour protéger les Serbes. Et c'est comme ça donc il arrive pour accueillir la brigade Leclerc, donc les gens des forces spéciales, ils sont 120 et ils s'installent à Mitrovica. Et là, il est sans arrêt confronté, même disons, canon face à canon, avec les Britanniques, hein, qui soutiennent purement et simplement Vučića. Donc, son seul témoignage fait ressortir des choses qui ne sont pas habituelles. Et puis, dans son témoignage aussi, et la fois d'après, après le témoignage, j'irai dans ce monastère à Devic, qu'il a, vers le 18 ou 19 juin, il est allé à l'appel de l'Igoumène, il est allé parce qu'il y avait eu des attaques des gens d'Ušića, il y avait tout avait été pillé, cassé, les icônes lacérées, etc. Donc il a été avec ses hommes et s'est retrouvé, donc il a protégé pendant quelques jours l'Igoumène et les moniales, et les gens d'Ušića ont eu la mauvaise idée à ce moment-là de réattaquer le monastère. Et les gens d'Ušića, je pense que le chiffre qu'ils donnent est largement en dessous de la vérité. Il y a eu au moins 10 morts du côté d'Ušića. Il a rendu compte à Paris. Paris trouvait que c'était quand même, qu'il allait quand même, il avait un peu la main lourde, mais il avait été attaqué, il était en légitime défense. Et donc, c'est aussi donc, le témoignage du colonel Bogart était intéressant, puisque aujourd'hui encore, s'il y a encore une zone de 18% du Kosovo qui est une zone occupée par les Serbes, c'est grâce au colonel Bogart qui, sans instruction, a décidé qu'il y avait sur l'Ibar, qu'il y avait une zone qui séparait la zone albanaise et la zone serbe. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai donc été voir des gens pour essayer de concrétiser, matérialiser les rapports. J'ai été j'ai vu aussi du côté yougoslave, du côté serbe, des gens qui avaient été et qui m'ont raconté le Rambouillet de leur façon, voir comment des choses tout à fait concrètes, comment la propagande qui avait été faite en disant qu'au fond c'était des nazis qui préparaient un génocide, c'est ces mots-là hein, qui étaient apparus. Et voilà, j'ai perdu ma phrase, je ne sais plus comment je dois rebondir, mais ça va me revenir. Ah ouais, c'est ça, voilà. Et donc, ils vous ont raconté donc un des témoins, un des membres de la délégation, donc M. Stambouk, m'a raconté, c'était incroyable. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés dès l'aéroport, quand ils viennent en France, ils sont maltraités, sciemment maltraités. On veut les mener dans un bus, on veut pas qu'ils sortent de l'hôtel. Quand ils sont à Rambouillet, d'abord les gens découvrent qu'il y a Hashim Thaçi qui était un terroriste encore il y a quelques semaines auparavant, qui était en fait, il apparaissait que c'était le roi de Rambouillet, et que protégé par une Madeleine d'Unbrac tout à fait le couvent, au point que les diplomates français se posaient des questions sur le rapport qui existait entre Hashim Thaçi et Madeleine Albright. Et donc, à Rambouillet, la délégation donc, de Belgrade ne pouvait pas sortir. Il était obligé, alors que dans le jardin, il voyait les gens de Hashim Thaçi qui pouvaient se balader comme ils voulaient. Quand il y en a un qui a été malade, il avait des... Donc, j'ai essayé de montrer ça. J'ai vu effectivement Hubert Védrine, qui manifestement, il en parle avec difficulté parce qu'il avait quand même sa tradition mitterrandienne, qui lui était très pro-serbe, et
je pense que ce qu'il avait dans la tête, c'était plutôt